Salut à tous, Metz Handball s'est complètement relancé dans la course aux 2 premières places de sa phase de poule en s'imposant chez le triple champion d'Europe en titre. Victoire 35-37 en Norvège face à Vipers Kristiansand. Les Dragons sont désormais 3e au classement avant la double confrontation décisive ou en tout cas importante contre Krim Mercator. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag en présence de notre invité du jour, l'ailière droite de Metz Handball et capitaine de la Nationale 1, Emma Tuchela. Salut Emma. Bonjour. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Très bien, merci. À tes côtés, Rémi Alésine pour l'ami Hebdo. Salut mon Rémi. Bonjour tout le monde. Et en face, ce n'est pas Freddie Mercury, mais bien Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud. Je sais que tu aimes beaucoup la moustache en novembre. J'adore, en tout cas c'est pour une très très belle cause. Et puis Thibaut Pigeon est également parmi nous. Salut mon Thibaut. Salut Arnaud, salut à tous. Toujours avec son polo également de Metz Handball. Toujours. Très corporate. Corporate à fond. Eh ben on va commencer très fort cette émission si vous le voulez bien. On va commencer par la Ligue des Champions. Et cette victoire contre Vipers Kristiansand, c'est la première mi-temps. Alors Rémi, la semaine dernière, tu attendais avec impatience ce match donc à Vipers. Victoire donc 35-37 en Norvège, avec la manière, surtout en deuxième mi-temps. Moi, c'était déjà un super match de handball. On avait dit la semaine dernière qu'il était un peu incongru que les deux équipes se jouent à des places au classement qui ne reflètent pas forcément leur statut au début de saison. Moi, j'ai vu un gros match de handball entre deux équipes qui potentiellement sont deux équipes de niveau Final Four. Donc, je suis très content parce que déjà la semaine dernière, moi j'avais dit que je sentais Metz Handball monter en puissance. Le match contre le Rapid Bucarest avait été le premier match qui m'avait impressionné de la saison. Bah, voilà le second match qui m'a encore plus impressionné face à une équipe de Vipers qui n'a rien à faire à ce niveau-là en Ligue des Champions, qui est largement supérieure, avec ses individualités, même si Lunde n'était pas là, mais ça fait partie du jeu également. Donc voilà, moi j'ai vu un super match de handball, j'ai vu Metz Handball qui a répondu présent, qui a répondu à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser après les deux défaites contre ICAS et Eschberg. Ça y est, Metz Handball est compétitif. Il reste quelques détails à régler parce que 35 buts, ça reste peut-être un petit peu trop, même si ça fait un super match de handball, ça reste un petit peu trop de buts encaissés. Mais en tout cas, ça positionne Metz Handball clairement parmi les équipes qui vont se battre pour les premières places de ce groupe. Alors Emma, malheureusement tu n'étais pas sur le terrain. Je présume que tu as quand même regardé cette rencontre. Qu'est-ce que tu en retiens au-delà de la performance vraiment exceptionnelle de tes copines? Bah elles ont vraiment géré le match. Je pense qu'on a été au-dessus de tout le match. On a eu une grande Sarah Bouktit, une grande Christina. Et je pense que même si Vipers a de grosses individualités, on a un meilleur collectif. Donc on a gagné le match comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec Rémi quand il dit qu'il sent l'équipe monter en puissance? Est-ce que c'est ton avis également? Oui, c'est sûr. Bah là, on peut dire Anne-Mette Hansen, les nouvelles joueuses, bah, elles prennent un peu plus l'esprit de groupe, on va dire. Donc elles arrivent mieux à jouer ensemble et c'est vraiment un beau collectif. Pardon. Justement, par rapport au collectif de l'an dernier, est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un peu plus d'expérience, de vécu qui commence à se mettre en place? On parle d'Anne-Mette Hansen et Alina Grichels. Alors Alina est encore un jeune, hein, mais avec la Mannschaft ou le Borussia, elle a forcément connu pas mal de choses. C'est vraiment deux grandes joueuses, comme toutes les filles qui sont à Metz. Et du coup, comme elle est capitaine avec l'Allemagne, Anne-Mette était capitaine à Dior l'année dernière. Donc c'est des filles qui ont du vécu en équipe nationale aussi. Donc ça réussit à Metz. Mathieu, c'est vrai qu'Emma a parlé du match tout simplement époustouflant de Sarah Bouktit. 13 sur 16, je sais que tu connais la stat, elle est maintenant meilleure buteuse de cette Ligue des Champions avec 40 réalisations. Comme on dit souvent pour plaisanter, elle a fait un chantier monstre vraiment face à cette équipe de Vipers. Oui, elle a fait le boulot et je m'attendais à ce qu'elle fasse un match de qualité parce que s'il y a peut-être au niveau des individualités de Vipers une faiblesse, c'est peut-être au poste de pivot. Alors, elle s'est retrouvée quand même dans des situations compliquées parfois, etc. Mais c'est une équipe au pivot qui est plus dangereuse en attaque qu'en défense pour moi. Et on a vu beaucoup de situations où la pivot adverse glissait un petit peu pour donner un coup de main pour défendre sur le côté. Ça laissait Sarah toute seule. Une passe laser comme on sait bien les faire à Metz Handball et elle n'avait plus qu'à la mettre au fond. Et forcément, Sarah Bouktit, quand elle est en forme, quand elle a envie de faire des grands matchs comme ça, et c'est à peu près toutes les semaines, mais en plus, quand elle a une pivot en face qui a des petites lacunes par-ci par-là, et ben ça pardonne pas. Et forcément, elle a fait le grand match qu'on attendait. Et face à des équipes comme celle-là, il faut forcément aller chercher
chercher des grosses réussites. Surtout qu'en face, il y avait une gardienne qui a bien débuté son match. C'était pas la gardienne qu'on attendait. On avait fait un grand débat là-dessus la semaine dernière, mais elle a fait un très bon début de match et il fallait vraiment la mettre dans le doute. C'est ce qu'a réussi à faire Sarah. Thibaut, je sais que tu es un éternel optimiste, mais à la mi-temps, c'était pas forcément gagné pour Metz Handball, qui a vraiment appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai, à la mi-temps, on n'était pas pessimiste non plus, parce que 3 buts dans le hand, ça va vite, mais quand en plus, en début de seconde période, on reprend encore un 2-0 et qu'on se retrouve à -5, là, on commence à se dire, allez, faut mettre la machine en route. Et au final, on se rend compte que cette équipe a beaucoup de cœur, un mental. Et là, j'en reviens aussi à Sarah, parce que oui, elle met 13 buts, mais en début de match, elle rate ses 2 ou 3 premiers tirs. Et c'est là qu'on voit que finalement, elle a un mental qui est exceptionnel, parce que réussir à faire cette prestation-là, en commençant ce match comme ça, je pense que c'est pas donné à toutes les joueuses non plus. Et encore une fois, quand tu joues dans la salle du triple champion en titre et que tu es mené de 5 buts juste après la mi-temps, réussir à renverser et à avoir cette marge, parce qu'il y avait plus de 2 buts d'écart, à un moment, il y avait on menait de 3 ou 4 buts, c'est exceptionnel. Rémi, comment tu expliques finalement que ça a switché dans le bon sens pour Metz Handball? Est-ce que c'est Metz Handball qui a réussi, notamment sous la houlette de Kristina Jorgensen, métamorphosée en deuxième mi-temps, ou c'est Vipers avec sa gardienne qui a un petit peu baissé pied? Kristina Jorgensen, moi je l'aurais expliqué comme ça avant que tu poses la question. Metz Handball a la chance d'avoir un gros collectif et d'avoir une joueuse qui cette année est capable de changer le cours d'un match. Il y a forcément des joueuses très régulières, je pense à Sarah Bouktic, je pense à Louise Burgard, mais Kristina Jorgensen a acquis cette année une sorte de dimension supérieure, c'est-à-dire qu'elle est capable de changer le cours d'un match. Elle a été capable, même si il est vrai que moi j'ai un petit peu ragé, début de seconde période, il y avait déjà -3, -2, on a vu beaucoup de matchs de Metz Handball ces dernières saisons où le début d'entame de seconde période est catastrophique. Face à une équipe comme ça, ça peut vite devenir insurmontable, parce que tu prends -2, -3, -4 et tu reviens jamais. Là ça n'a pas été le cas, parce que tu as une joueuse qui justement a su prendre le leadership, a su prendre le ballon et a su mettre les bons tirs au bon moment, orienter le jeu. On a vraiment senti la patronne qui a pris les choses en main à ce moment-là. Et pour moi, ça a changé le cours du match. Du moins, ça a permis à Metz Handball de ne pas sombrer et à revenir petit à petit. Et après, on a senti que Metz était supérieur. Voilà, seconde partie de seconde période. Je dis pas qu'on n'a jamais de doute, parce que face à une équipe pareille, le cours d'un match peut vite changer, mais on a senti que Metz était au-dessus, et c'est en grande partie grâce à Kristina Jorgensen. Emma, tu la côtoies au quotidien. C'est la deuxième saison de Kristina Jorgensen. Même en tant qu'ailière, tu dois te régaler parfois de ces caviars. Ah bah oui, elle fait un travail monstre. Je pense pas que ça soit une joueuse individuelle. Je pense vraiment qu'elle joue pour le collectif, malgré qu'elle marque énormément de buts aussi, parce que c'est une buteuse. Elle fait vraiment le travail pour les autres, elle cadre bien, et ensuite elle n'a plus qu'à libérer la balle, et puis après on tire et on espère que c'est dedans, quoi. Thibaut, tu n'étais pas là la semaine dernière, c'est que Kristina Jorgensen, on lui a posé la question, elle arrive en fin de contrat, en fin de saison, elle a plutôt dit qu'elle était plutôt favorable à rester à Metz Handball, mais il faudra voir aussi le cas Emmanuelle Mayonade. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Metz Handball, comme le dit Rémi, c'est taille patronne, elle a pris une autre dimension. Il faudrait presque lui donner le contrat. C'est pas le contrat que j'ai dans les mains pour qu'elle signe, mais on veut pas la voir partir. J'allais dire, je suis prêt, si t'as les papiers, j'y vais tout de suite, j'y vais en courant, j'y vais à la nage, par la Moselle, je sais pas. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec Rémi, elle a pris une dimension supérieure encore cette année. C'est The Queen Kristina, elle est exceptionnelle cette saison. Elle fait jouer les autres. Je rejoins Emma là-dessus sur le fait que c'est une joueuse collective. Elle fait briller les autres en plus de briller elle-même. C'est ce qui est, c'est en ça que c'est exceptionnel en fait. Alors Rémi en a parlé. Je sais que toi aussi des fois tu regardes, tu fais attention vraiment aux petits détails. 35 buts. C'est beaucoup pour une équipe qui mise beaucoup sur la défense. C'est 35 buts pour une équipe qui mise sur la défense, mais c'est aussi 35 buts pour une équipe qui était en train de perdre entre guillemets à la mi-temps, où c'était compliqué à la mi-temps, donc forcément pour remonter offensivement il faut faire quelques sacrifices de l'autre côté du terrain, donc ça me choque pas outre mesure. On a vu cette saison Metz Handball encaisser plus de buts qu'à l'accoutumée en début de saison. C'est encore des réglages qui sont en train d'être faits, ça va continuer tout au long de la saison parce qu'on n'invente pas une défense du jour au lendemain, c'est un travail au long cours. On sait que dans les rotations il y a parfois des trous qui se créent parce que voilà, il faut quand même faire tourner, il faut faire rentrer des joueurs
joueuses qui sont pas forcément rodées au même rythme que les joueuses qui sont déjà sur le terrain. Donc il y a encore des choses un petit peu à régler de part et d'autre. Mais pour moi, la défense de Metz Handball va se corriger au fil de la saison et on verra pas des matchs à 35 buts tout au long. Mais il faut être patient avec ça. Cette équipe a quand même bougé et voilà, on a parlé des joueuses qui se développent ces derniers temps. Il y a aussi Jazz Chambertin qui prend du temps de jeu, qui prend de l'expérience, qui progresse. N'oublions pas qu'elle venait de Nice l'année dernière, qui jouait à un autre niveau et malgré tout elle est en train de faire son trou, donc elle aussi elle va jouer un rôle là-dedans. Je pense que la défense de Metz Handball, on aura l'occasion d'en reparler et que ça va verrouiller plus tard dans la saison. Emma, est-ce que tu penses aussi que c'est le secteur où Metz Handball peut encore le plus progresser d'ici la fin de saison? Je pense que sur montée de balle, on est très, très bien avec nos ailières et même nos arrières qui courent énormément. Après, la défense, on me l'a toujours dit, on peut toujours faire mieux en défense, on peut toujours s'améliorer, on aura toujours des petites lacunes en défense. Mais je pense que oui, c'est là où on peut encore plus progresser parce qu'en attaque, on marque énormément de buts. Donc on ne peut pas aller à plus de 50 buts tous les matchs non plus. Donc je pense que c'est vraiment la défense. En défense, tu as souvent par exemple Chloé Valentini quand tu es à l'entraînement. C'est forcément compliqué parce que tu sais qu'à la perte de la balle, ça va très 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 vite. Oui, il y a des fois, le tir n'est même pas encore déclenché, elle est déjà à milieu de terrain. Je suis là, elle est déjà devant moi, elle marque la contre-attaque. C'est à double tranchant parce que si la balle revient pour toi, par exemple, une attaquante. Ouais, c'est ça. Bon, c'est plutôt favorable pour elle quand même parce que je pense qu'elle a le vice pour sentir ça et ça se voit cette année, c'est une des meilleures, je crois même la meilleure buteuse de LFH. Donc, et elle marque beaucoup en contre-attaque, voire montée de balle avec ses rentrées percutantes au centre. Je pense qu'elle a le vice pour le sentir et que c'est une très bonne joueuse. Alors le mot vice, je suis sûr que ça plaît parce que c'est dans le sens optimiste de Rémi. Oui. En tout cas, la semaine dernière, on s'interrogeait, Rémi, sur le message envoyé en cas de victoire après ces 2 défaites contre ICAST et Iceberg. Le message, il est là. Metz Handball a certainement retenu les leçons de ces 2 défaites. Le message par rapport à l'Europe du handball, je pense que tu n'avais pas besoin de l'envoyer. Parce que Metz Handball est une équipe qui continue à faire peur, est une équipe qui va faire partie des équipes qui vont lutter pour les derniers matchs de Ligue des Champions. C'était une certitude. Mais il fallait, au-delà d'envoyer un message, se rassurer et rester dans cette course. Et ce match-là te permet de basculer un petit peu dans la bataille finale. Évidemment qu'il reste la seconde phase de groupe, mais aller battre Vipers sur son terrain. Vipers qui ne va pas rester là très longtemps dans cette poule, parce que je suis persuadé que cette équipe, l'année dernière, c'est une équipe qui avait perdu contre Bietigheim aussi dans les premières phases de Ligue des Champions. Et on l'a dit aussi suffisamment, c'est une équipe qui est toujours en forme à l'heure du Final Four. Donc le Vipers qu'on a vu là, c'était une très grande équipe, mais c'est une équipe qui à un moment donné va se réveiller. Donc qui va faire des résultats contre ICAST, contre Eschberg, contre Krim. C'est pas une équipe qui va perdre tous les matchs. Loin de là, parce que l'équipe qu'on a vue était une équipe redoutable. Je peux développer un autre petit truc Vas-y, je t'en prie. Qui m'a fait plaisir, parce que j'y ai réfléchi lors du match contre Vipers. Je l'ai regardé en différé, parce que malheureusement, je me suis infligé Metz-Le Havre en football. C'est une autre histoire, donc j'étais largement plus enthousiaste de voir ce match-là en différé. Et je me suis dit qu'il y avait une petite erreur qui a été faite la saison dernière, qui fait partie du fait que Metz Handball n'a pas été plus loin en Ligue des Champions, c'est que Metz Handball n'avait pas su concerner des joueuses de très haut niveau. Je pense à Luisa Schulze, et je pense... Qui était à Vipers, et je pense à Valeria Maslova, qui sont des joueuses de talent. On voit Valeria Maslova cette saison à Brest qui brille, mais qui ont été peut-être un peu mis de côté du côté de Metz Handball. Là, toutes les joueuses de Metz Handball ne sont pas au même niveau, c'est normal. Une joueuse comme Grichel, comme Lucie Granier, comme Chambertin, qui sont des profils différents, ont besoin de s'intégrer à ce collectif. Et dans tous les matchs, il y a un effort qui est fait pour intégrer ces joueuses-là. Et je trouve que c'est très intelligent. Ça prouve que par rapport à l'année dernière où on avait des joueuses de qualité, mais comme le collectif fonctionnait sans elles, on ne les intégrait pas forcément. Cette année, je trouve qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens. Et je suis persuadé que ça portera ses fruits en fin de saison. Quand tu as par exemple une joueuse cadre qui va être un petit peu dans un moment de moins bien, dans un moment de fatigue, tu pourras compter sur ces joueuses-là. Ce qui n'a pas été fait parfaitement, je pense, la saison dernière. Là, Metz Handball est en train de le régler. Emma, tu es d'accord avec Rémi sur l'intégration des nouvelles joueuses notamment ? Oui, elles sont vraiment bien intégrées. Je pense à Alina, Jazz, Lucie. Autant au niveau social que handballistique, je pense qu'elles sont vraiment bien intégrées dans le groupe et ça se voit sur le terrain. Avec Lucie qui joue à ton poste, vous êtes 3, oui. Avec également Julie Leblévec. Comment ça se passe d'une manière générale ? Ça se passe très bien, on s'entend très bien toutes les 3, on se donne des conseils, enfin plutôt elle me donne des conseils parce que je pense pas que je puisse leur en donner, quoi. Mais non, ça se passe très bien, on rigole bien, c'est vraiment une bonne entente.
Alors on a vu déjà les images du match contre FTC contre Castres. On va voir les résultats justement de cette 6e journée de Ligue des Champions. Et comme je n'y connais rien en handball, je me suis totalement trompé la semaine dernière puisque j'avais annoncé les victoires d'Esbjerg et de Krim. Et bah patatras, défaite de Krim 27-22 contre le Rapid Bucarest, défaite également d'Icast, c'est peut-être la plus grosse surprise, contre Ferencváros 37-36. Sinon Esbjerg s'est imposé tranquillement 36-24 à Lubin. Mathieu, quand même, cette victoire de FTC à domicile contre Icast, fallait la trouver. Il fallait la trouver parce que FTC était mal en point depuis le début de saison. C'est une équipe qui est dans la difficulté quand même et qui avait vraiment un collectif à retravailler, à remettre en place. Et puis elles sont allées chercher une victoire très importante contre une équipe d'Icast qui avait ébloui tout le monde jusqu'à maintenant. On voyait déjà Icast tenir la barre haute à toutes les équipes de cette poule. Et finalement, il y a une faille qui a été trouvée, il y a une solution qui a été mise en place. Et tant mieux, et on n'arrête pas de le dire dans cette émission chaque semaine, ce groupe de Ligue des Champions est exceptionnel et chaque équipe a la possibilité de battre n'importe quelle équipe en face. Voilà, il faut juste trouver les bons ingrédients, et bien là ça nous donne une indication encore supplémentaire que rien n'est fait. C'est pas parce qu'il y avait plusieurs équipes qui commençaient un peu à truster le haut de tableau que ça va rester comme ça jusqu'au bout. Metz Handball se retrouve de nouveau dans une situation où il y a la possibilité de jouer le top 2. C'est pas la seule équipe dans ce cas-là, on l'a dit, Vipers va certainement rebondir à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est des matchs qu'il faut regarder avec attention parce que c'est pas fini. Des surprises, on va en avoir d'autres. Peut-être favorablement pour Metz, peut-être pas toujours, mais en tout cas on n'est pas au bout de nos surprises, j'en suis certain. Et le score 37-36 n'illustre pas forcément la domination de FTC qui a fait la course largement en tête en début de deuxième période. Il y avait 5-6 buts, Icast est venu mourir finalement à un tout petit but. Alors je sais Thibaut que tu avais annoncé cette victoire de FTC, mais je suis pas certain que tu avais annoncé la victoire du Rapid contre Krim Mercator. Krim qui s'essouffle un tout petit peu, qui reste en tout cas sur 2 matchs sans victoire dans cette Ligue des Champions. Après, ça, c'est vraiment, comme l'a dit Mathieu, et comme je l'avais dit il y a quelques semaines, c'est une poule où on a l'impression, hormis Lubin, qui est peut-être un cran en dessous, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc effectivement, Krim a été battu ce week-end. Comme Metz a également perdu 2 matchs contre les 2 équipes danoises, mais je pense que toutes les équipes ont leur épingle à tirer du jeu dans cette poule. Et Krim peut très bien repartir de l'avant, tout comme l'a fait Metz. Pour un dernier mot quand même sur la victoire à Kristiansand, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à la victoire à Győr la saison dernière, dans le sens où, et en tout cas j'espère que ça va donner de la confiance vraiment à cette équipe-là. Et juste avant la double confrontation avec Krim, je pense que c'était le meilleur résultat qu'on pouvait espérer. Oui, forcément en termes de résultats, est-ce que c'est le match déclic référence? Peut-être, en tout cas. Dans ce sens-là, ouais, c'est pour moi le petit déclic peut-être qui peut permettre justement de lancer vraiment... Encore plus la saison, notamment la campagne en Ligue des Champions. On va voir en tout cas les conséquences sur le classement, puisque ça se resserre tout en haut de ce classement, avec la défaite donc Icast, rejoint en tête donc par Esbjerg avec 10 points. Et puis voilà Metz Handball à la 3e place avec 8 points, une longueur d'avance sur Krim. Vipers est 5e et rejoint à la 5e place par le Rapid Bucarest. Et puis derrière Ferencváros, 3 points, n'a plus trop le droit à l'erreur, mais revient en tout cas dans cette course aux 6 premières places, puisque outre les 2 premières places qualificatives directement pour les quarts de finale, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e disputeront des 8e de finale. Tu l'as un peu dit Thibaut, il y arrive une double confrontation, alors pas ce week-end, dans 10 jours, mais c'est vrai que cette double confrontation contre Krim Mercator, si elle n'est pas décisive, en tout cas, Rémi, elle est très importante. Elle est très importante, les étoiles se réalignent un petit peu correctement, parce que cette équipe de Krim surprenait tout le monde. Alors certes, il y a Stanko, il y a Radicevic, il y a des joueuses qu'on connaît, mais est-ce qu'on attendait ce collectif aussi haut, aussi performant en Ligue des Champions? Moi non. Donc là, on est en train de... Je préfère les jouer maintenant qu'il y a 3-4 semaines, cette équipe-là. Parce que j'ai l'impression que Metz Handball, s'il le fallait, ce que dit Thibaut est très juste après la victoire à Győr de l'année dernière, c'est que s'il devait y avoir encore des doutes sur le fait que Metz Handball a beaucoup changé cet été, et est-ce que Metz Handball est encore au niveau des meilleures équipes d'Europe? Voilà, la réponse elle est là, oui. Metz Handball fait encore partie aujourd'hui des meilleures équipes d'Europe. S'il fallait encore se poser la question, je ne pense pas qu'on se l'ait beaucoup posé sur ce plateau-là. Est-ce que Krim fait partie des meilleures équipes d'Europe? Peut-être pas. Peut-être pas à ce niveau-là en tout cas. Krim, c'est l'étage d'en dessous.
Donc à Metz Handball, et ça c'est ma vieille rengaine depuis toujours, de faire respecter son statut, qui est celui d'être d'un cadre européen, qui a fait un faux pas. Pour moi, le seul faux pas, c'est vraiment cette défaite contre ICAST à domicile, parce que aurais dû être souverain beaucoup plus défensivement, malgré l'arbitre, dans tes arènes. Donc pour moi, la double confrontation contre Crime, si tu es Metz Handball, si tu as conscience de tes qualités que tu as affichées contre le Rapid Bucarest et contre Vipers, c'est 2 victoires. Voilà, c'est 2 victoires et c'est de jouer les 2 premières places de ce groupe-là. Et ça passera par une double victoire contre Crime. Et je suis persuadé que Metz Handball va faire le boulot. En tout cas, on continuera à parler de Crime Mercator, mais également de Toulon et de Plan de Cuc. Restez bien sur Moselle TV, on se retrouve dans quelques secondes. De retour sur le plateau de Dragon Mag pour cette deuxième partie d'émission et on évoquait la double confrontation à venir contre Crime Mercator. Et moi, c'est vrai que cette équipe-là, elle est piégeuse, dangereuse, surtout dans sa salle en Slovénie. Ouais, bah, j'ai jamais été à... Si, j'y suis allée une fois à Crime et c'était un match vraiment serré. C'est compliqué, les supporters, c'est différent. Donc ils sont vraiment derrière leur équipe à fond. Ça a été vraiment un match serré et je pense pas que ça soit facile de gagner là-bas. Après, je pense quand même qu'on est supérieur à elle. Là, cet été, quand on a joué le tournoi international à Metz, on a joué la finale contre elle. On a gagné avec un score quand même large. Mais c'est la préparation quand même, donc on verra. On se rappelle, il y a 2 ans, Metz Handball s'était imposé d'1 but au buzzer grâce à Louise Winter-Burgard. C'était le jour de son 29e anniversaire. C'est vrai que ce match-là, il est hyper... Oui, je raconte un peu des anecdotes. Comment il se souvient de ça En tout cas, c'est vrai que ce match est important parce que sur la deuxième partie de cette phase de poule, Metz Handball affrontera à domicile Vipers, Esbjerg et Crime Mercator. Donc c'est vrai qu'en cas de bons résultats à Crime Mercator, on peut se dire que Metz Handball aura toutes les chances de terminer à l'une des 2 premières places. C'est un beau calendrier, ça, Arnaud, on va bien rigoler. Non, mais encore. Bien sûr. Non, ces matchs contre Crime, il faut faire attention, effectivement, ils peuvent être un petit peu piégeux. C'est une équipe sur le papier que Metz Handball doit gagner facilement, mais on a vu avec ce début de saison... Facilement. On a vu avec ce début de saison que c'était une équipe qui savait aussi bien s'employer et aller poser des problèmes à pas mal d'équipes adverses. Donc finalement, entre ce qui peut se passer sur le papier et ce qui se passe sur la réalité du terrain, c'est encore autre chose. Là, la difficulté, c'est d'avoir cette double confrontation parce que le match aller va peut-être aussi un peu conditionner le match retour forcément. Et il y a une équipe qui sera forcément un peu plus en confiance, il y aura une équipe qui sera peut-être un peu revancharde et ça peut jouer beaucoup dans la physionomie d'un match. C'est intéressant, c'est pas la même chose que de jouer une équipe en septembre et la rejouer en février. Là, c'est vraiment une dynamique où elles vont pouvoir être préparées à 200%, elles auront eu le temps de faire de la vidéo de tous les côtés et vraiment être 100% prêtes. Donc attention à ces rencontres-là, il faut bien les réaliser, ça va permettre peut-être de prendre un petit peu d'écart au niveau du classement et de se sentir plus à l'aise dans cette Ligue des Champions qui avait pourtant démarré d'une manière un peu complexe. Et c'est le dernier match de la phase aller, on pourra faire vraiment une photographie à l'instant T et c'est vrai que 10 points sur 14 en cas de victoire, tout de suite ça pèserait davantage, Thibaut. Surtout, encore une fois, quand on voit la qualité du groupe, le fait que ce soit un groupe qui est quand même, on l'a dit et redit, hein, mais très homogène, où je reste sur ma phrase « tout le monde peut battre tout le monde », 10 points sur 14, en ayant ces 2 défaites en plus, une à Esbjerg qui n'a rien d'affamant, et effectivement, comme disait Rémi, la seule vraie erreur de parcours, c'est cette défaite à domicile contre ICAST. Après, ICAST, il y aura le match revanche à l'extérieur aussi, donc à suivre. Ce match contre Crime Mercator, c'est le dimanche 12 novembre. Metz Handball qui aura une semaine pour préparer cette rencontre. Mais il y a quand même des matchs de championnat, notamment ce vendredi soir contre Plan de Cuc. On en parle tout de suite dans la deuxième mi-temps. Avant d'évoquer Plan de Cuc, on va revenir sur la victoire du milieu de semaine à Toulon. Et quand on regarde le résultat, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude, victoire à Toulon, Emma, 19-26. Ça fait presque bizarre de voir un tout petit écart entre 2 formations de Ligue Butagaz Énergie. Ouais, après, j'ai pas regardé le match parce qu'il n'a pas été diffusé. Après, je pense aussi que là, elles sont parties sur 10 jours de voyage, c'est compliqué. Donc c'est sûr qu'on va pas avoir le grand Metz Handball, surtout qu'elles ont fait une énorme performance à Vipers. La victoire est là, c'est le principal. Je pense aussi que ça a dû tourner, tout le monde a dû avoir son temps de jeu, mais
ça fait quand même un écart conséquent. D'autres équipes seraient contentes d'avoir cet écart-là. Non, mais laisse tomber, il voudrait 30 buts d'écart pour être content. Je sais pas ce qu'il veut, ça but, ça lui va pas. Je vais l'expliquer. C'est vrai qu'on est habitué à voir Metz avec un plus gros écart, mais tant qu'il y a la victoire... On peut rappeler aussi que l'an dernier, on a gagné au buzzer, il me semble, à Toulon. Un but, c'est vrai que le déplacement à Toulon est on peut dire qu'on compliqué. est en constante progression. Alors je m'explique Rémi, c'est vrai que c'est la première fois depuis le début de saison en Ligue Butagaz Énergie que Metz Handball ne passe pas la barrière des 30 buts et gagne avec un écart de moins de 10 buts. Donc c'est pour ça, en plus, en sachant que Toulon n'est pas forcément l'adversaire, sans lui manquer de respect, le plus coriace de ce championnat. En sachant que 4 jours avant, tu as joué peut-être une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Donc tu as le droit de gagner seulement de 7 buts à Toulon. Je pense que c'est un match que j'ai pas vu également, parce que bon, il n'était pas diffusé, mais que les Dragons ont abordé sereinement, visiblement sans trop de panique. Et on a vu une équipe qui a su gérer son avance tranquillement contre Toulon. Voilà, la différence était faite à la mi-temps. Ouais, voilà, la différence était faite à la mi-temps, comme dit Thibaut. Il y a aussi, il faut veiller à faire tourner, donc donner plus de temps de jeu à des joueuses qui ont peut-être moins joué. Il n'y a pas à s'inquiéter, je sais pas. Non, il n'y a pas à s'inquiéter. C'était juste factuel. Je relevais que pour une fois, Metz Handball n'a pas cartonné avec plus de 10 buts d'écart son adversaire. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, justement, sur la physionomie de ce match, en fait, on pourrait dire Metz Handball avait quasiment un match gagné à la mi-temps. Il y avait une avance assez conséquente. Et finalement, c'est bien ça. C'est une suspension de 2 minutes, un peu de rotation qui ont fait qu'en deuxième mi-temps, c'est même presque un peu de l'exploit individuel avec Loquet qui prend un peu le match à son compte à un moment donné, qui met plusieurs buts d'affilée et qui ramène Toulon à, je crois, 2 ou 3 buts d'écart de Metz Handball, qui avait pourtant déjà bien creusé. Et après la fin de match, Metz Handball reprend ses bonnes habitudes. Il me semble que c'est un but d'Anne-Mette Hansen et je ne sais plus qui met le dernier but, mais voilà, qui scelle finalement la rencontre. Mais pour moi, c'est même un match en maîtrise finalement. Metz Handball a peut-être fait le choix aussi de ne pas se fatiguer outre mesure en étant en plein milieu d'un road trip, en maîtrisant son match et en créant un écart. Donc pour moi, c'est pas vraiment infamant d'avoir un match serré, pour reprendre tes termes, contre Toulon. C'est une équipe qui voulait jouer ses chances, qui les a jouées quand il y a eu des opportunités, mais qui est de toute façon à un cran d'écart avec cette équipe de Metz. Alors, dans le Républicain Lorrain, Christina Jorgensen a donné une interview où elle relève le fait que l'équipe, pendant 9 jours, est vraiment en vase clos, entre guillemets, en tout cas partage vraiment un moment de partage. Emma, on sent vraiment que cette équipe-là, elle a besoin de ces moments où elle se retrouve, justement pour donner sa pleine mesure sur le terrain. Oui, je pense que c'est une bande de copines. Mais c'est vraiment une bande de copines, aussi sur le terrain, mais vraiment en dehors, je pense que tout le monde s'entend bien. C'est une équipe jeune. Je pense que la plus vieille, je pense que c'est Louise, je crois. Mais bon, elle n'est pas... 31 ans, oui, effectivement. Voilà, c'est pas âgée non plus. Mais vraiment, je pense que c'est une équipe qui est très soudée, qui aime sortir ensemble. Par exemple... aller manger les unes chez les autres. Je pense qu'elles aiment bien ça et ça se voit sur le terrain. Elles ont une infinité. Les kung-fu qu'on peut voir entre Chloé et Christina, on se dit, mais on le sait, mais on le prend, mais même entre nous, on se dit, mais elles se sentent tellement, elles n'ont même pas besoin de se le dire. Donc je pense que ça marche vraiment sur ça. Rémi, c'est vrai que c'est important pour une équipe qui a une bonne entente, même en dehors du terrain. Et on le sent dans les propos de Christina Jorgensen, qu'elle aime vraiment se retrouver pendant 9 jours, comme je le disais, ensemble. C'est presque une mise au vert, ou comme au football en avant-saison. De toute façon, il y a un effort qui est fait à Metz Handball lors du recrutement des joueuses. C'est qu'on recrute des excellentes joueuses de handball, on recrute aussi des filles intelligentes, et des filles qui ne vont pas poser de problème. On le sent, on voit les joueuses qui s'intègrent à ce collectif, on voit Christina Jorgensen qui parle français au bout de 6 mois, mieux que n'importe quel footballeur brésilien qui va au PSG, qui au bout de 6 ans ne baragouine pas 3 mots de français. C'est ça aussi la mentalité, c'est aussi comme ça que tu formes un groupe. Parce qu'évidemment, quand tu es 9 jours en vase clos, que tu dois parcourir l'Europe et la France pour faire des matchs de handball, si tu peux pas te supporter ou si tu as du mal à vivre ensemble, il suffit pas d'être fort en handball pour avoir de bons résultats. On va pas dévoiler les coulisses de Metz Handball, mais j'en ai trop entendu ces 30 dernières années sur des collectifs qui ne pouvaient pas se sentir. Et ça se voyait au terme de résultats, parce que tu pouvais... Je parle pas de l'histoire récente, je parle vraiment pour des vieux comme moi qui connaissent de vieilles histoires. Bah, des fois, tu le vois, tu sens que 2 joueuses ne peuvent pas s'encadrer, qu'il y a un problème avec l'entraîneur, et quand tu vois les matchs, tu comprends et tu décodes un petit peu. Là, tu sens que le groupe il est hyper sain, tu sens que les joueuses tirent dans le même sens. Et le recrutement est aussi intelligent pour ça. On ne recrute pas simplement une bonne arrière droite, une bonne ailière, on recrute également des belles personnes et des joueuses qui vont faire que ce collectif
va pouvoir se supporter, va pouvoir vivre ensemble parce que c'est pas facile et va pouvoir enchaîner de bons résultats avec la fatigue, avec la tension, avec parfois la frustration de la défaite parce qu'il faut prendre ça en compte quand tu recrutes des joueuses. Et c'est fait par Manu Mayonnaise, c'est fait par Thierry Weisman aussi. Donc ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Si je peux rebondir là-dessus, justement, c'est peut-être ce qui a manqué. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Valéria Maslova et de son intégration à Brest et du fait qu'elle ait des bons résultats. Et c'est peut-être ce qui lui a manqué à Metz. Non pas que ce soit pas une bonne personne, une personne intelligente, mais c'est juste que la mayonnaise n'a pas forcément pris de la même manière qu'elle a pris avec certaines autres. Et aujourd'hui, on la voit avec un visage, Stanko, avec un visage totalement différent. Thierry Stanko également. Parce qu'on a une joueuse qui n'a pas réussi à s'intégrer pour plein de raisons. Non pas que c'était pas une belle personne, mais parce que je pense que c'est une joueuse qui s'épanouit mieux dans un collectif en Slovénie. Parce qu'elle est venue d'un club très identitaire, elle est arrivée à Metz Handball avec en plus une période Covid où il n'y avait pas de public, il n'y avait pas moyen de sortir, c'était pas très épanouissant. Et on avait une joueuse qui avait 1000 qualités de handballeuse, et on les voit s'exprimer aujourd'hui, qui n'a pas pu s'intégrer à Metz Handball. Et là, c'est pas parce que c'est pas une bonne handballeuse, mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il a été compliqué pour elle de s'intégrer. Une étiquette aussi, elle arrive avec une étiquette de futur prodige du handball, de joueuse de très haut niveau, et à son âge, dans une culture, un pays que tu découvres, c'est pas forcément évident non plus. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a été entre guillemets chaperonnée par Louise Winter-Burgard et Christina Jorgensen. Elles passaient souvent du temps ensemble. Pour ceux d'ailleurs qui suivent Christina Jorgensen, elle nous a fait un peu découvrir l'envers du décor. Mathieu, je crois que tu as regardé dans la chambre d'hôtel qu'elle partage avec Louise Winter-Burgard. C'était un peu le bazar. Je ne sais pas si tu as vu cette image. Je n'ai pas vu, mais j'en doute pas. En tout cas, on va regarder les résultats de cette 9e journée de Ligue Butagaz Énergie pour s'apercevoir que Plan de Cuc, le prochain adversaire donc de Metz Handball ce vendredi soir, s'est imposé 23-22 à Chambray. Victoire de 6 buts également pour Brest contre Nice 33-27. Sinon, PAS 92 a été en difficulté pour s'imposer donc à Strasbourg à Renheim, alors que Mérignac continue son bon championnat, puisque Mérignac a fait match nul 31 partout à Dijon. Au classement, Metz Handball est toujours en tête avec ses fameux 3 points d'avance sur Brest, mais Brest compte toujours ce fameux match en retard contre Mérignac. Et vous voyez, on va en parler tout de suite, Plan de Cuc qui est 5e de ce championnat. C'est un petit peu la révélation de ce début de saison avec 19 points. C'est vrai que Emma, à Plan de Cuc, il y a une joueuse que tu connais forcément très bien, c'est Laura Fauvarc. Ouais. D'ailleurs, elle joue ce soir, donc je lui souhaite quand même un bon match, même si j'espère que Metz va gagner. Non, c'est vraiment une très très bonne joueuse. En défense, c'était l'année dernière un pilier de notre équipe en National 1. En attaque, pareil, elle jouait très juste. C'était une personne que j'aime énormément. Et je l'aime encore énormément, elle me manque. Elle nous manque à tous à Metz et je lui souhaite encore une fois un bon match ce soir. Mathieu, Plan de Cuc à ce niveau-là, est-ce que c'est une surprise pour toi? J'ai parlé de cette victoire à Chambray, c'est le résultat le plus significatif, parce que sinon, c'est victoire contre Toulon 36-24, contre Saint-Amand-les-Eaux 29-25, 36-26 à Mérignac et 25-21 contre Stellin-Samor. Malgré tout, défaite simplement 28-24 à Brest. Oui, ce sont des équipes qu'on peut seulement apprécier dans cette Ligue Butagaz Énergie parce que on a des équipes qui annoncent des objectifs de fin de saison et qui sont incapables de les tenir et qui font des résultats en dents de scie. Et puis il y a ces équipes-là qui n'annoncent pas grand-chose, qui construisent leur collectif, qui progressent, qui avancent et qui réalisent des matchs intéressants au fil de la saison. Maintenant, il faut tenir dans la durée, mais en tout cas, ce début de saison est plutôt intéressant pour cette équipe. Il y a des jeunes joueuses, voilà, l'exemple de Laura Fauvarc en est un. C'est une joueuse qui a eu un tout petit peu de temps de jeu avec les pros à Metz, mais pas grand-chose, qui a beaucoup joué avec la N1, qui découvre ce niveau-là aussi. Voilà, il y a Daphné Gocci aussi qui est passé par Metz Handball. Qui est passé par Metz Handball également, qui a fait son retour sur les terrains français. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment ces joueuses évoluent au-delà de Metz Handball, où toutes les joueuses n'ont pas forcément leur chance, et elles continuent de se développer. Et ça marche dans beaucoup de clubs de Ligue Butagaz Énergie, et même des joueuses qui ne sont pas formées à Metz Handball. Mais il faut donner la chance aux jeunes, et parfois elles créent des surprises et des bonnes situations. Et on se retrouve avec Plan de Cuc qui joue à un bon niveau et qui a une bonne place au classement. Et avec 5 victoires, le maintien est quasiment presque acquis, parce qu'il faut généralement 5-6 victoires pour s'en sortir. On va regarder rapidement, avant de passer à la suite, le calendrier de cette 10e journée de Ligue Butagaz Énergie qui a lieu vraiment pendant tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Brest ira à Stella Saint-Maur, ça devrait aller pour les Rebelles. Sinon, parmi les autres matchs qui ont retenu mon intérêt, il y a le fameux Nice de Clément Alcacer contre les Neptunes de Nantes. Nantes qui s'en sont sortis in extremis en milieu de semaine contre Besançon. Donc attention au piège face aux Niçoises. On a la chance d'avoir Emma parmi nous. On passe immédiatement à la conférence de presse.
Emma, pour commencer, comment tu vis finalement cette saison à mi-chemin entre la Nationale 1 et l'équipe pro de Manu Mayonade? Du coup, j'ai un emploi du temps aménagé. Je fais des entraînements avec les pros et la Nationale 1. Des fois aussi, je double les entraînements. Mais c'est quelque chose qui me plaît parce que je touche aussi avec les pros et je peux aussi m'épanouir aussi en N1, progresser. Parfois pas à mon vrai poste, parfois je joue arrière, mais je prends du plaisir dans les deux et c'est ce qui compte. Justement, ce replacement à l'arrière, comment tu le vis? Ça permet d'avoir une autre palette, mais c'est pas ton poste de prédilection. Non, c'est pas mon poste de prédilection, ni pour Manon d'ailleurs, mais on attend le retour de Angela parce qu'elle revient des croisés et c'est pour ça qu'on l'a fait reprendre petit à petit. Et du coup, aussi comme Delia Golvé est montée avec les pros, je pense que Nina a besoin de filles pour le poste et elle nous a confié cette mission avec Manon depuis le début de la saison. Je pense que, on apporte de bons résultats, on score beaucoup avec Manon. Après, c'est pas notre poste, donc on peut pas. Elle ne nous demande pas non plus des choses incroyables, mais elle nous demande des petites choses et on les fait. Comment tu vis ce rôle de capitaine? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la N1, c'est Manon Hérard qui a également joué en équipe de France jeune. Comment tu vis sinon ce rôle de capitaine dans l'équipe? Je m'attendais pas. Pour moi, ça allait être un capitaine à partager. Je pense que c'est moi sur le papier, mais au fond, il y a Fatima Camara. Delia, même si elle est en haut, et un peu Merleux, mais... Albert. Oui, pardon. Non, je le vis très bien parce que c'est un privilège d'être capitaine à Metz. Enfin, moi, si on m'avait dit un jour tu seras capitaine à Metz, je t'aurais dit non. Et non, après, je pense que les filles me font confiance. Je suis la plus vieille du groupe. Ça fait longtemps que j'ai pas été la plus vieille du groupe. Et non, après, je pense que les filles ont confiance en moi. Je pense que je suis une personne de confiance, donc ça se passe bien. Rémi, une question pour Emma. À ce stade de ta carrière où tu navigues entre l'équipe première et l'équipe de Nationale 1, quel serait pour toi l'épanouissement idéal? C'est-à-dire que est-ce qu'on s'obstine quand on évolue dans le giron de Metz Handball à vouloir être une équipe une joueuse phare de l'équipe première, ou est-ce que des exemples comme Daphné Gauchi, par exemple, dont on vient de parler, qui n'ont pas pu performer à Metz, même si elle a fait quelques bons matchs à Metz, mais n'a pas pu rester, mais part s'épanouir ailleurs et fait une carrière professionnelle, est-ce que ce genre de profil est inspirant aussi, ou est-ce qu'on est vraiment passionné par le fait de porter un jour vraiment le maillot de Metz Handball en Ligue des Champions, etc. Le maillot de Metz Handball, je l'ai porté en Ligue des Champions et en championnat. C'est vraiment un privilège. Je rentre sur le terrain, j'ai des frissons. C'est vraiment un rêve de petite fille. Après, Metz Handball, c'est vraiment le plus haut niveau français pour moi, avec Brest. Mais je pense que Brest est encore un peu en dessous. Je verrai bien. Après, je veux aussi du temps de jeu, je veux tout ça. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée à Metz, j'ai toujours eu du temps de jeu. Je me souviens, j'ai joué 45 minutes contre Zagreb, contre plein de cucs. Et je sors du match, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était vraiment un gros rêve. Donc, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. En tout cas, il n'y a pas d'échec. On voit des filles comme Déborah Podar, par exemple, qui n'a pas su performer peut-être au très haut niveau avec Metz, avait fait quelques matchs et qui fait une carrière superbe derrière. Voilà, il y a plein. Et aussi intéressant de noter ces profils-là, parce que Metz Handball forme des futures joueuses qui vont jouer dans une des meilleures équipes d'Europe, mais aussi des joueuses qui vont s'épanouir et devenir de très grosses professionnelles. Tout à fait. On pense aussi à Meissa Maurice qui s'éclate en deuxième division et qui pourrait aspirer rapidement à retrouver la Ligue Butagaz Énergie. Mathieu. Oui, pour l'instant, la saison de N1 se passe plutôt bien. Metz Handball n'a eu qu'une seule défaite, c'était contre Villemomble. Tu as connu Clément Alcacer, tu travailles aujourd'hui avec Nina Canto. Nina, après la défaite contre Villemomble, était assez exigeante. Elle a pu être un petit peu dure avec tout le collectif. Est-ce que tu penses que ça vous permet aussi d'apprendre, d'avoir quelqu'un qui a ce réalisme-là, cet aspect du terrain? Nina est très... comment je pourrais dire? Très avec nous. Si on perd ensemble, si l'équipe perd, on perd avec elle. Si on gagne avec elle. Et c'est vrai que même après Villemomble, toutes les filles, on a été nuls en fait. C'était pas notre niveau, donc on peut dire que c'était une erreur. Et oui, Nina était très énervée, mais parce qu'on n'a pas montré sur le terrain ce qu'on aurait dû montrer. Et je pense qu'on n'aurait jamais dû le perdre ce match. Donc elle a été, je vais pas dire énervée, mais frustrée. Mais nous aussi. Donc... elle nous inculque un peu cet esprit. Il y a des filles en début de saison,
elles n'étaient pas forcément comme ça. Et là, elles deviennent... Après Villemont, l'équipe, on était vraiment énervés après Vous avez nous, un groupe jeune aussi qui a Oui. besoin d'évoluer, ça va Oui. servir à ça. En tant que vétéran, tu le sais. Merci. Dernière question pour toi, Thibaut. Ça va rejoindre un petit peu du coup la question de Rémi par rapport à la trajectoire ou au chemin de carrière que tu t'es peut-être imaginé. Est-ce que tu as une joueuse à Metz ou ailleurs dont tu te dis j'aimerais bien faire le même parcours, une joueuse qui t'inspire, un modèle en fait? Depuis toute petite, mais je crois que je l'avais déjà dit ici, c'était Radicevic. Oui. Je trouve que c'est une ailière incroyable. Elle est vraiment incroyable, cette joueuse. Depuis que je suis petite, je la regarde jouer. Après, je ne connais pas forcément tout son parcours depuis le début, mais elle score tout le temps, elle joue énormément. Et c'est une fille qui m'inspire dans sa manière d'être, dans sa manière de jouer. Donc pourquoi pas devenir elle? Parce que c'est une très très grande joueuse et on verra bien. C'est un bel exemple en tout cas à suivre. On espère pour toi en tout cas que tu vas t'entrouvrir les portes de l'équipe professionnelle comme la saison passée avec Emmanuel Mayonade. Merci beaucoup Emma, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci à vous messieurs. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag depuis les arènes de Metz où se déroule actuellement le Moselle Open de tennis. À vendredi prochain et évidemment, bye bye.